Bonjour à tous. On va vous inviter à vous rapprocher de l'espace de conférence. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir ce soir. Je suis David Jalrudin, je suis le président de Tasman, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc extrêmement heureux de vous accueillir dans nos locaux et surtout de fêter avec vous, de partager avec vous le lancement d'un nouveau cabinet de conseil, Indito, pour lequel vous avez tous la gentillesse de venir ce soir. Pourquoi est-ce qu'on lance un nouveau cabinet de conseil comme ça? C'est un peu surprenant. Pourquoi est-ce qu'un cabinet de conseil en stratégie de transformation comme Tasman fait quelque chose avec une grande société très établie comme Equance? Pour ça, je laisserai le plaisir à Jérôme Stobler de vous expliquer pourquoi est-ce que Equance l'a fait. Donc, c'est lancé dans le métier du conseil en stratégie il y a plus de 20 ans. Le conseil en stratégie autour des sujets du numérique. Et donc on voit monter en puissance tous ces enjeux auprès de nos clients dans divers secteurs d'activité. On travaille beaucoup dans le secteur de l'énergie, beaucoup dans le secteur du luxe, beaucoup dans le secteur de la protection sociale. Et on travaillait un petit peu, et à notre goût pas assez, pour les acteurs de l'industrie. Certains des partenaires de Tasman l'avaient fait dans d'autres parties de leur carrière ou l'avaient fait il y a une dizaine d'années. Et on se rend compte qu'on a plein de choses à apporter à ce secteur-là. Et c'est pour ça qu'on est devenu cofondateur de ce nouveau cabinet de conseil en stratégie auprès de l'industrie. Je passe la parole tout de suite à Jérôme Stobler qui va vous dire pourquoi on a lancé ce cabinet et ce qui nous a intéressés dans cette alliance inattendue pour aller faire du conseil en stratégie opérationnelle auprès des acteurs industriels. Jérôme, je vous passe la parole. Bonjour et bonsoir à tous. Je suis désolé de ne pas être avec vous physiquement. Je suis aux États-Unis en ce moment où nous sommes en train de faire l'extension d'une très grosse usine qui fabrique des très grosses pompes à chaleur. On a la chance d'être un des plus gros players des très grosses pompes à chaleur pour l'industrie aux États-Unis. Et ça marche pas mal puisque nous sommes en train de doubler la taille de l'usine. Donc voilà, je suis avec les équipes pour constater ça. Alors, deux mots sur, effectivement, on peut considérer que c'est étonnant qu'une société comme la nôtre s'associe avec Tasman. En fait, on s'aperçoit que nos clients, d'un côté, ont besoin, lorsqu'on parle avec des clients industriels, d'être extrêmement pragmatiques dans la manière dont ils vont voir comment un développement stratégique va pouvoir se faire sur deux grands aspects, les deux grands sujets aujourd'hui, je dirais, de l'industrie, c'est la digitalisation pour produire mieux, pour produire de manière plus efficace, et comment intégrer la transition énergétique, comment faire en sorte de générer moins de CO2 globalement dans les productions des usines. C'est ça les deux très très grandes questions qu'on reçoit. Et on s'aperçoit que nous, on a des solutions techniques à tout ça, pragmatiques, mais qu'on n'avait pas forcément la capacité à inscrire ça dans un plan stratégique général de l'entreprise. Et qu'en fait, l'alliance des deux a pour objectif de relier les deux mondes et de faire en sorte d'être capable de relier les enjeux stratégiques de l'entreprise à la manière dont on va pouvoir ensuite être capable de les transformer en un plan d'action pragmatique qui va être to the point, en comprenant l'aspect numérique, l'aspect industriel, l'aspect énergétique des usines de nos clients. On a de nombreux clients qui nous ont posé cette question en disant est-ce que vous pouvez nous aider pour notre transformation. Nous, on se concentre sur notre process de fabrication, on se concentre sur notre process pouvez-vous nous aider pour faire évoluer nos usines de cette manière-là. Et donc, en se rencontrant avec Tasman, je pense que les équipes ont considéré que le partenariat pouvait prendre corps au sein d'une société commune pour que justement ça s'inscrive dans la durée et dans la confiance. Voilà ce que je peux dire de manière assez simple. Donc, la joint venture va progressivement affiner sa méthodologie d'approche pour être capable d'apporter des méthodologies qui soient innovantes. Et je pense que le mélange de deux sociétés assez différentes
va produire des capacités à répondre de manière un peu différente aux problèmes et va accélérer l'amélioration du PNL de nos clients, parce que c'est quand même ça l'objectif central. Voilà ce que je peux dire en 2 mots. Merci beaucoup. Je ne veux pas spoiler la présentation, vous avez plein de présentations à faire, je crois, donc je cherche à être concis. Merci beaucoup. Il y a une très belle table ronde à suivre. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Philippe de Poulpiquet, qui est le DG de Indito, ce nouveau cabinet de conseil, et donc qui anime la table ronde de ce soir. Voilà, merci Jérôme d'avoir trouvé le temps. Je sais que vous êtes entre 2 avions ou pas loin. En tout cas, on est très heureux de vous avoir pour cette introduction. Quelques mots maintenant sur Indito Consulting avant d'engager cette table ronde. Donc nous sommes une JV, nous sommes une nouvelle JV, un ovni dans le monde du conseil qui regroupe 70 consultants de Tasman et des milliers d'experts de chez Equance pour créer ce nouveau cabinet, cette nouvelle offre très pragmatique sur laquelle que nous allons développer. Elle répond à 3 besoins, cette offre, un triple défi qu'on a identifié chez les industriels. Le premier, il est lié aux crises climatiques et aux crises géopolitiques qui se sont multipliées. On a vu que les entreprises avaient besoin d'être résilientes, qu'elles avaient perdu la main sur leur supply chain et qu'elles avaient besoin de se transformer, d'être plus agiles. Il y a un autre sujet qui est le coût de l'énergie qui a explosé, donc un besoin d'être plus efficace dans la façon dont on gère l'énergie et qui répond à un autre besoin qui est l'enjeu climatique sur lequel plus personne aujourd'hui ne cherche à se défausser. Et puis enfin, on se rend compte, nous consultants, qu'en France, en Europe, construire des usines comme ça, c'est plus possible. Donc il faut améliorer la performance industrielle, c'est-à-dire mieux utiliser l'usine, qu'elle soit plus efficace, plus efficiente, et ça, dans un espace qui est peut-être plus contraint, mais en tout cas, il faut qu'elle utilise mieux finalement les capacités qu'elle a. Donc pour adresser ça, Indito a 3 principes de base. Le premier, c'est qu'il y a un premier levier qui est la data, et cette nécessité de rapprocher la data de l'usine, des équipements, donc l'OT de l'IT, et ça on est persuadé que la convergence IT-OT c'est le levier principal sur lequel les usines peuvent s'appuyer. Le deuxième, c'est l'industrie 4.0, l'utilisation efficace des robots, des cobots, la meilleure utilisation de finalement l'automatisation des équipements. Et puis le dernier levier qui était peut-être moins naturel, c'est la connaissance et la maîtrise de la distribution et de la chaîne de distribution. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent des industriels qui réfléchissent en stockage, en optimisation de la production, sans connaître finalement quel est le besoin final du client. Et aujourd'hui, le besoin final du client, il est à la fois d'avoir quelque chose de proximité, un bien qui est produit à proximité, mais en même temps, on n'a jamais eu autant de demandes de personnalisation. Donc maîtriser finalement l'ensemble de cette chaîne, ça devient indispensable pour l'industriel. Donc voilà les 3 leviers sur lesquels on travaille. Et autour de tout ça, il y a un certain nombre de technologies qui cohabitent. Alors on va parler de 5G, j'ai parlé des robots, on peut parler du Edge. Toutes ces technologies existent, elles cohabitent plus ou moins bien et on ne sait pas forcément bien les utiliser. Nous, notre conviction forte, c'est qu'il faut définir des cas d'usage qu'on peut accompagner nos clients dans la définition de ces cas d'usage, puis dans le choix de ces technologies-là. Donc voilà pourquoi on crée Indito. Voilà pourquoi on le fait avec des gens qui font du conseil et avec des gens qui sont sur le terrain. Et puis les gens du conseil, on va les envoyer sur le terrain. On va faire remonter aussi les équipes dans nos bureaux pour qu'ils comprennent un peu ce qu'on fait nous. Donc c'est notre nouvelle offre. J'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter. Et sans plus attendre, j'invite nos intervenants de ce soir à me rejoindre pour parler de ce sujet qui est l'humain au cœur du digital, de l'industrie 5.0. Avant de vous présenter, j'avais envie de parler de l'industrie 5.0 parce que quand on a réfléchi au thème, quand on a réfléchi au thème de cette conférence, s'est posé la question de qu'est-ce que l'industrie 5.0 ? Il y a plusieurs définitions, et j'ai le souvenir d'une discussion avec un partenaire qui est là-bas de Tasman, qui est revenu du CES en me disant l'industrie 5.0, de ce que j'en ai compris, c'est l'IA qui va tout remplacer dans l'usine. Et moi, je revenais de Hanovre où on m'avait dit l'industrie 5.0, c'est pas ça, c'est la cohabitation entre l'homme et les équipements dans l'usine, ce qui est déjà plus sympathique. Alors finalement, je me suis posé finalement cette question, quelle définition pour en donner ? Moi, j'y vois 3 axes qui sont l'humain qui apporte la créativité dans l'usine,
qui est au centre de l'usine, qui est entouré d'équipements, de ce que vous voulez, mais en tout cas qui est là et qui a la décision ultime, et ça on va en reparler un petit peu plus tard. Il y a la notion de durabilité. L'industrie 5.0 englobe la durabilité, cette nécessité de gérer les crises climatiques, de gérer les crises économiques. Et puis l'industrie 5.0 embarque la résilience avec cette nécessité d'usine agile qui est capable de s'adapter en permanence. Donc voilà la définition que moi j'en donne ce soir. Je veux bien débattre avec vous après lors du cocktail parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Mais partons sur cette base-là. Je vous présente nos intervenants. Stéphanie Lakis, merci d'être avec nous. Vous êtes General Manager de la division Factory Automation au sein de Siemens Digital Industrie France. Vous avez un parcours particulièrement riche et vous avez occupé des postes comme ingénieur, consultante énergie système, dirigeante du digital pour les industries process, chief of staff du board member et CEO monde de Siemens Digital Industrie. Dites si je n'ai pas dit de bêtises. Et vous êtes également membre de la French Tech Corporate Community et Génération Europe, qui est un réseau de leaders monté par Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Merci d'être parmi nous et j'ai adoré préparer cette conférence. Balaji Sousilan, vous êtes tu es vice-président Digital IT Group chez Air Liquide. Tu mènes un ambitieux programme de transformation de la DSI, on a eu l'occasion d'en discuter. Tu as une grande expérience industrielle et logistique, puisque tu es passé par Bolloré Transport et Logistique. Tu es passé chez Pierre Fabre, Taïko ou encore chez Plasticomium, donc tu vas pouvoir nous donner une véritable vision en tant que véritable industriel. Édouard, vous êtes président de Bouygues Télécom, ainsi qu'un certain nombre d'autres filiales du groupe Bouygues. Vous êtes aussi en charge, si je ne me trompe pas, de l'innovation chez Bouygues. Vous avez un certain nombre de sujets qui sont assez passionnants. Et l'année dernière, Yvatec, vous affirmiez la technologie doit être un catalyseur pour un monde plus durable. Je pense qu'on va pouvoir en discuter aujourd'hui. Merci d'être parmi nous. Et puis Cédric Denis-Rémis, vous êtes vice-président développement, innovation et entrepreneuriat de Paris Sciences et Lettres. Vous êtes membre du think tank Europa Nova. Et vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences et métiers de l'ingénierie. Vous apportez un éclairage sur le monde de l'enseignement et de la recherche. On va parler d'IA. Un peu quand même, obligé. Et sur l'évolution du rôle de l'humain dans le monde industriel. Et on a hâte de vous entendre. Alors, on y va. Première question. Depuis de nombreuses années, les initiatives autour du Covid se multiplient dans le monde industriel. J'en ai parlé. Il y a les aléas géopolitiques, le Covid, la crise en Ukraine, les fameuses ruptures de chaîne, etc. La crise écologique et puis les crises énergétiques qui ont secoué finalement le monde industriel. De votre point de vue de dirigeant, quelles sont les grandes tendances que vous identifiez autour de l'industrie 5.0 ? Balaji, je te laisse commencer. Bonjour à tous, merci Philippe, c'est toujours un plaisir d'être là avec toi. Tout d'abord, peut-être deux mots sur Air Liquide pour ceux qui ne connaissent pas le groupe. C'est un des leaders mondiaux des gaz et services industriels pour l'ensemble des industries. Je crois qu'il n'y a pas une seule industrie qui n'est pas touchée par nos produits et pour lesquels nous ne travaillons pas, et aussi pour les patients dans le domaine médical. Et alors, c'est intéressant parce qu'on en parlait l'autre jour avec Philippe, l'ADN d'Air Liquide est intimement lié en fait à l'innovation. On dépense environ 300 millions par an dans l'innovation et je suis très content parce que le digital et l'IT se retrouvent de plus en plus au cœur de ce sujet. Les grandes tendances que j'observe moi, en tant plutôt qu'informaticien pour l'industrie et pour l'entreprise, je vois trois choses. D'abord, une accélération absolument phénoménale en fait, des innovations de rupture et puis des projets qui sont, projets industriels et entreprises qui sont de plus en plus, je dirais, au centre, des projets digitaux qui sont, pour lesquels on demande d'aller de plus en plus vite. On a un time to market de plus en plus important et ça demande d'agréger, je dirais, de l'information et des technologies de plus en plus complexes. Premier sujet, et il se pose la question en fait de savoir si on cherche de plus en plus à maîtriser et à développer de bout en bout, je dirais, les solutions, ou est-ce que plutôt, pour aller plus vite, on cherche plutôt à agréger les intégrateurs des solutions qui sont présentes et qui vont changer. Donc on va chercher de plus en plus pour nous, je dirais, de la modularité.
Le deuxième paramètre que j'observe, c'est plutôt les relations croisées, qui sont de plus en plus importantes. On ne sait plus vraiment qui est le client et qui est le partenaire et qui est le concurrent. Je prends par exemple des partenaires clés ou clients clés qui sont les Google, Amazon et bien d'autres qui sont à la fois clients, à la fois concurrents et qui sont totalement orientés vers non pas servir forcément son client, qui est une réalité nécessaire, mais qui surtout regardent le cours de bourse. Donc on a un dialogue avec eux qui est en train de changer complètement, et un rapport de force qui devient compliqué. Ces partenaires, troisième je dirais, observation, sont de plus en plus hégémoniques. Ils ont une puissance de frappe qui est importante sur l'ensemble des sujets, et ils ont en plus des modèles de pricing qui sont de plus en plus ingénieux, très complexes, et qui sous-tendent, je dirais, leur volonté d'améliorer leur marge de façon de plus en plus importante, voire parfois infinie. Donc les clients deviennent plutôt captifs, de plus en plus, et donc je dirais que notre objectif, c'est effectivement de retrouver un petit peu d'indépendance, et finalement, le fil conducteur de ça, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus une promesse, je dirais, autour de l'IA, qui est importante, et je dirais que l'IA, l'automatisation et la robotisation sont pour le moment une promesse. On a toujours en fait de vérifier que la valeur sera délivrée. Super, merci Valérie. Stéphanie? Alors sur la question de la tendance, peut-être, comme tu viens de le dire, présenter Air Liquide, Siemens très rapidement. Siemens, on est un grand groupe industriel allemand, on a plus de 175 ans, on les a fêtés d'ailleurs il y a 2 ans. En France, c'est 6 000 employés, c'est 4 usines et c'est 2,4 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est assez important la France pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait chez Siemens? Qu'est-ce qu'une boîte comme ça industrielle a réalisé et a aussi appris en ces 175 années? On s'est vraiment rendu compte qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on place finalement le digital twin, le jumeau numérique, au cœur de notre stratégie. C'est quoi? C'est combiner le monde physique avec le monde digital, excusez-moi. Et ça, c'est vraiment une stratégie qu'on est capable de déployer chez nous, sur nos propres usines, mais aussi chez nos industriels à qui on propose nos solutions. Donc vraiment combiner ce monde digital et ce monde physique, être capable de proposer des solutions où vous êtes capable de penser votre usine avant même de l'avoir créée. Imaginez aujourd'hui une gigafactory d'ACC dans le nord de la France. C'est un métier qui est nouveau, la batterie. Vous avez des processus qui sont hyper complexes, qui couplent la chimie au manufacturier. C'est des produits que nous n'avons pas créés il y a 20 ans, qu'on est en train de créer aujourd'hui. Et il faut faire un ramp-up d'une factory. Donc si on n'est pas capable d'avoir des outils de simulation qui nous confortent dans l'idée que notre planification est bonne et juste, eh bien, on va avoir du mal. Donc si on veut accélérer cette transition et donc s'ancrer aussi dans une phase, parce qu'on parlait de tendance, de réindustrialisation, on va avoir besoin, et on a besoin d'utiliser tous ces outils qui sont à notre disposition. Mais je vais peut-être laisser la parole et je rebondirai plus tard pour vous donner d'autres exemples plus concrets. Merci. Edouard, est-ce que tu veux... Bonsoir, merci de m'avoir invité. D'abord, je tiens à préciser que je suis très probablement le moins compétent des quatre là, sur les sujets industriels, puisque moi je suis directeur général délégué du groupe Bouygues pour la partie RSE Innovation. Le groupe Bouygues, c'est 6 métiers différents, dans la construction, dans l'immobilier, les télécoms, la télévision, les énergies et services plus récemment. Et chez Bouygues, nous n'avons pas d'usine. Notre usine, ce sont des chantiers, et c'est un petit peu différent. Ce que j'ai pu constater grâce à l'arrivée d'Equans dans notre groupe, qui est devenu notre premier métier d'ailleurs, j'ai pu visiter des usines, puisque Equans intervient beaucoup dans les usines dans ce cadre. Les tendances que j'ai pu voir, quand on m'explique voilà ce qui est nouveau chez nous, voilà ce qu'on est en train de mettre en place, c'est finalement l'usine et la donnée commencent à devenir dépendants l'un de l'autre. Et on voit des patrons d'entreprise qui expliquent, tu vois, là, j'ai cette machine, l'ancienne machine, quand elle tombait en panne ou qu'il y avait quelque chose à faire, on nous envoyait un technicien depuis, en général, l'Allemagne, enfin souvent, peut-être quelqu'un de chez Siemens. Et maintenant, ils font le diagnostic à distance, ils font la mise à jour à distance, ils font l'amélioration à distance. Et donc,
finalement, on voit qu'on a des machines et des usines qui sont de plus en plus connectées, mises à jour sans intervention humaine. Et ça pose des questions sur la productivité, mais aussi sur la cybersécurité, plein de choses comme ça. Mais pour moi, la grande tendance, c'est ça, c'est cette data qui s'échange. Merci Edouard. C'est vrai qu'on nous écoute. Bonsoir à toutes et tous. Donc peut-être 2 mots quand même sur l'université Paris Sciences et Lettres. Alors ceux qui ont des enfants qui étaient dans Parcoursup, vous savez tous ce que c'est. Mais pour les autres qui sont ignorants sur les 25 000 formations de Parcoursup, nous sommes une jeune université, puisque nous avons 10 ans, et nous sommes une université située sur la montagne Sainte-Geneviève, qui a décidé, ce sont 14 grandes écoles qui ont décidé de devenir une université. Voilà, donc l'école normale supérieure, l'école des mines de Paris, le SPCI, chimie, Dauphine, les arts dramatiques, l'Observatoire de Paris, l'école nationale, le Conservatoire national des arts dramatiques, et je vais en oublier, ça va être horrible, l'école pratique des hautes études, le Collège de France et l'Institut Curie. Je suis bon. Pourquoi ? Parce qu'en gros, historiquement, vous connaissez la France. Alors une start-up qui a été créée d'ailleurs il y a 120 ans, qui s'appelle Air Liquide, qui a été créée par des anciens de l'ESPCI, ça permet de le placer là-dessus. Et en gros, vous l'avez compris, notre système français il est complètement morcelé. Ce sont des petites écoles, des petits établissements. Quand vous êtes dans un système mondial de taille, et comme les entreprises mergent, et les universités aussi. Voilà. Et donc on a dû atteindre une taille critique avec 3000 chercheurs, 15 000 étudiants. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour une université publique, c'est assez intéressant, parce qu'une université publique, c'est-à-dire si vous venez chez nous, ça coûte pas cher là-dessus, mais aussi les chercheurs sont payés par vos impôts. On se retrouve dans le top 30 mondial, quand vous savez qu'il y a 20 000 établissements dans le monde qui font de l'enseignement et de la recherche. Vous êtes dans le top 30, donc ça veut dire qu'on est la première université de l'Union européenne, première numéro 1, depuis que Oxford et Cambridge ont quitté l'Union européenne en quittant l'Union européenne. Mais ça n'empêche pas qu'on soit quand même numéro 1 aujourd'hui, voilà, merci. Et nous sommes une université publique, je le rappelle, les frais de scolarité sont extrêmement bas. Ceci une fois dit, pour nous la question c'est, donc on participe, notre métier c'est de participer aussi d'une certain côté à la réindustrialisation de la France. Alors on fait aussi bien des arts, des sciences et des lettres, pour Paris Sciences et Lettres, donc on fait aussi des humanités, on fait d'autres choses, mais une partie participe à la réindustrialisation, que ce soit les mines, le SPCI, chimie, un certain nombre d'écoles qui participent à ça. Et la grande question sur les tendances, alors évidemment on va en parler, c'est l'IA. Alors c'est une tendance qui est une tendance déjà depuis un petit moment, je vais y revenir depuis 2016, qui est une tendance depuis 2016, ça existait déjà avant, on va y revenir. Pour ce qui est de l'industrie 5.0, donc moi je vais vous donner 3 thématiques, la transformation numérique des organisations avec l'IA, la partie deep tech. Ce qu'on appelle deep tech, c'est ce qui était le science push, c'est-à-dire qu'avant on savait pousser des technologies, on savait faire de la recherche de rupture, donc c'est-à-dire qu'on est capable de faire des inventions technologiques qui sont des vraies ruptures. C'est le principe de la recherche, vous ne savez pas forcément où vous allez, mais à un moment vous faites une rupture, vous avez une bougie, la bougie a été améliorée pendant des années, on améliore la cire, on améliore la mèche, on améliore tout, mais ça ne vous donne pas l'ampoule électrique. À un moment vous avez une rupture qui vous donne ça, vous pouvez améliorer le gaz, vous pouvez améliorer le verre, améliorer l'ampoule, à un moment vous avez une rupture qui va vous donner la LED. Mais c'était pas prévu au départ. Quand les chercheurs ils vous racontent que c'était prévu, c'est pas vrai. C'était une trouvaille en cours de route. Donc derrière ça, il y a une volonté aujourd'hui des grandes organisations de venir nous voir pour sortir les nouvelles technologies. C'est-à-dire en gros, est-ce que le quantique viendra chez nous? Donc ça intéresse tout le monde. L'IA, ça vient de chez nous, donc ça va intéresser tout le monde. Et pour en revenir sur le sujet d'aujourd'hui, 5.0, c'est l'interface homme-machine. Voilà, en gros, la connaissance que nous, les scientifiques, on peut en donner, c'est pas une discipline scientifique, le 5.0. C'est un côté où, si on avait pu optimiser toutes les machines pour ne plus mettre d'opérateurs, on l'aurait fait. Si on avait pu faire une université sans prof, j'aurais été le premier à le faire. Tout ça nous évite plein de problèmes. Mais en gros, pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'on a besoin des humains. C'est une réalité sur de l'ajustement, etc. Et donc, il y a des questions d'interface homme-machine qui reviennent au devant de la scène, qui sont extrêmement importantes, c'est ça, cette question du 5.0, c'est comment on fait du cobot, comment est-ce qu'on fait travailler les opérateurs, comment on fait de l'interfaçage, et donc ça relève à la fois de la numérisation qui a été donnée, et puis des questions de sciences cognitives, de sociologie, de management, de gestion, sur comment est-ce qu'on va remettre les opérateurs dans un système. Aujourd'hui, vous avez une bagnole qui tombe en panne, en gros, vous êtes foutu. Il faut appeler quelqu'un pour brancher un câble, on ne peut plus le faire manuellement, et donc c'est ça qui va être un des sujets aujourd'hui sur comment est-ce qu'on va remettre de l'humain en 5.0. J'ai pas énormément parlé, je me suis dit j'aimerais bien rebondir parce que je voulais écouter toutes les différentes introductions. Sur la tendance, en ce moment, ce qui est en train de se passer chez nous, industriels,
c'est l'Industrial Copilot. On est en train de lancer en fait votre ami, votre compagnon, qui va vous aider aujourd'hui à programmer du code. Donc si vous êtes ingé, et même si vous n'êtes pas ingé, vous êtes capable aujourd'hui de programmer et développer sur vos automates, donc du code dans les automates, mais aussi sur des modèles de langage, d'intelligence artificielle, qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus complexes. Donc ça, première information, c'est qu'on est en train de lancer ça. Ça va être votre compagnon sur l'engineering, donc dans des phases de développement en amont de l'implémentation même d'un système ou d'un déploiement industriel. Ça va être aussi votre copilote, votre ami qui va vous aider aujourd'hui à programmer un robot. Parce que j'ai entendu à multiples reprises aujourd'hui l'utilisation des robots. Et pourquoi Industrial Copilot? Parce que c'est la co-création finalement entre l'homme et la machine. C'est pas la machine va remplacer l'homme. Non, c'est l'homme qui a une maîtrise donc, de ses compétences. Et c'est l'homme qui va pouvoir se décharger finalement de toutes ces tâches qui sont répétitives, qui nous embêtent. Si vous avez déjà fait du développement, vous vous rendez compte que vous pouvez passer du temps à faire des lignes de code qui sont assez boring. Et finalement, vous avez là aujourd'hui un ami qui va vous aider à faire ces déploiements-là. Et donc, la finesse humaine, l'intelligence que l'on a, qui nous différencie finalement de la machine, cette capacité à pouvoir travailler sur des choses, si vous êtes sur des chaussures, travailler la qualité aujourd'hui et la finition d'une chaussure, quand vous êtes en train de réindustrialiser et de créer aujourd'hui des chaussures de sport en Ardèche, je peux vous dire que les opérateurs sont très contents d'être déchargés de toutes ces manipulations des robots qui peuvent être très contraignantes. Et donc ils vont se concentrer sur les parties beaucoup plus fines et beaucoup plus complexes et qualitatives. Donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Merci Stéphanie. J'ai entendu parler de plein de technos, j'ai entendu parler de jumeaux numériques ou presque, en tout cas de cohabitation virtuelle réelle, j'ai entendu parler de données dans l'usine, de données sur les chantiers. Je n'irai pas jusqu'à la Data Driven Factory, mais on n'était pas très loin. Et puis j'ai entendu parler de Deep Tech, mais nous quand on va sur le terrain, parce qu'on va sur le terrain, dans les usines on ne voit pas ça, on voit souvent des retards technologiques très profonds, voire très marqués, Edouard en a un peu parlé. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est selon vous, quels sont les prérequis qui vous permettront aux usines, aux industriels de bénéficier efficacement des technologies que vous venez de nous présenter? Et je propose à Stéphanie de commencer. Donc sur les prérequis aujourd'hui pour réussir sa digitalisation et sa transformation, qu'on soit dans le 4.0, dans le 5.0, demain on sera dans le 6.0. Moi je vous parle d'industrie du futur, il faut toujours qu'on ait en face de nous une certaine vision. Mais on va revenir à des choses un peu plus basiques, un peu plus simples, parce qu'effectivement, il y a quand même des prérequis de base qu'il faut avoir. Si vous êtes dans du brownfield, dans des industries old school, qui ont 20-30 ans, vous avez des équipements aujourd'hui qui ne sont pas à jour en termes de modernité et en termes de connectivité. Vous avez besoin déjà de ramener de la donnée. Donc pour pouvoir aujourd'hui appliquer tout ce qu'on est en train de se dire, il faut déjà connecter. Donc première étape, je dirais, c'est la connectivité, la remontée de la donnée, être en capacité d'assurer en continu des données et l'exploitation ensuite de la donnée, la deuxième étape. Bon, finalement, je vais pouvoir vous faire toute l'histoire sans vous le schématiser, mais si on veut se projeter, il nous faut des solutions évolutives. Parce qu'on n'a pas tous, et même moi quand je regarde Siemens sur nos 70 sites industriels que je connais un peu, dans le monde, on n'est pas sur des mêmes niveaux de maturité. On a des usines aujourd'hui hyper digitalisées, hyper connectées, où vous avez des robots, des AGV qui courent partout et qui sont capables d'optimiser aujourd'hui le transport même de la matière sans manipulation humaine. Ça, c'est assez fabuleux. Mais vous avez à côté de ça des usines qui sont en train de se connecter, et donc il faut pouvoir apporter des solutions évolutives. Et pour ça, il faut penser des schémas assez simples. Donc vous commencez par du monitoring, vous allez ensuite vers des solutions un peu plus complexes. Une fois que vous avez capté la donnée, vous allez être en capacité de proposer peut-être de la prédiction d'anomalies. Demain, vous allez être dans le prescriptif. Et donc, c'est quoi ce futur? Eh bien, c'est d'être en capacité d'automatiser un maximum, de digitaliser sans perdre de vue la performance, la durabilité et la place de l'homme dans tous ces schémas-là. Voilà, et je parlerai peut-être ensuite de compétences, mais je vais lui donner la parole. Nous, chez Bouygues Télécom, notre boulot, c'est d'apporter la connectivité. Et finalement, on est arrivé avec une nouvelle norme, une nouvelle technologie,
et qui est surtout une norme, qui est la 5G. Puis les constructeurs ont fait passer le message aux journalistes, qui ont fait monter l'idée aux régulateurs et aux politiciens du monde entier, que la 5G, c'est le futur et l'industrie doit être 5G. Donc on s'est mis au boulot pour aller vendre la 5G aux industriels. Et bien c'est pas si facile que ça. Parce qu'il y a une chose toute simple à comprendre avec les industriels, c'est que c'est des gens qui connaissent très bien leur métier, bien mieux que nous évidemment, et qui connaissent très bien leurs besoins. Et en fait, nous ne sommes pas, nous télécoms, des spécialistes de l'industrie. Donc quand on arrive en disant vous allez équiper votre usine de 5G et ça va être génial, et ben finalement, c'est pas si facile que ça. Et en fait, on a d'ailleurs on a passé du temps avec certains industriels, on est allé même avec nos fournisseurs aussi comprendre ce qui apportait vraiment. Alors je vais vous parler de la 5G parce que je vous parle un peu de ce que je connais et moins de ce que je ne connais pas. La 5G apporte quelque chose que le Wi-Fi ne pouvait pas apporter dans une usine par exemple, c'est ce qu'on appelle le handover, c'est-à-dire la capacité de passer d'un lieu à l'autre sans couture, avec une connectivité qui ne s'arrête pas. Et ça, c'est très utile pour des choses qui se déplacent. Mais finalement, si vous n'avez pas ce use case-là, c'est un peu plus dur de vendre l'histoire. Donc, ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'on ne part pas d'une technologie en essayant de la pousser. Il faut comprendre le besoin de nos industriels, comprendre sur quel sujet ils peuvent buter, de quoi est fait leur métier et qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour l'améliorer et leur donner la solution qui réponde à ça. Et plutôt que de partir, et c'est assez français comme truc, on l'a déjà fait avec beaucoup d'autres choses, d'arriver avec une technologie et puis d'essayer de la pousser sans vraiment savoir pourquoi. Donc voilà, c'était mon message sweet and sour. C'est partir plutôt sur le cas d'usage que sur la techno, c'est un peu ce qu'on disait. Ça me paraît très cohérent. Benadi, tu mets de la 5G dans tes usines de procédés? C'est une très bonne question, je pense qu'on va y arriver, je rassure Edouard. Forcément on va y arriver. Non mais c'est évident. Non mais la connectivité est un vrai sujet chez nous. On a mis des IoT partout, dans nos cuves, dans les cuves de nos clients. On a des objets connectés, on remonte en fait en temps réel l'endroit où sont nos différents camions. Et effectivement, lorsqu'on gère en fait le réassort, la production, etc., et qu'on passe en fait de l'usine à un camion, effectivement, il y a une rupture de connexion. Ce qui se passe, c'est que, alors nous, si je fais un petit step back, ça fait à peu près une dizaine d'années en fait qu'on a travaillé sur la data. Il y a à peu près 200 personnes à l'IT qui sont formées à la data, et OLL, etc. Et puis surtout, ce qu'on pense, c'est que l'innovation et les use cases, ils viennent du business. Donc on a aussi formé en fait un nombre important d'utilisateurs, environ le double en fait, d'utilisateurs répartis partout, qui en fait vont tirer les usages et qui vont être porteurs, je dirais, d'innovation. Alors ce qui se passe, c'est que, je sais plus, vous disiez qu'il n'y a pas de, comment dire, innovation, souvent elle est faite via une rupture. En fait, nos outils prennent en compte aujourd'hui le fait qu'il y a une rupture d'un moment à l'autre, il y a une rupture. Donc en fait, on a des systèmes, je dirais, de cache qui font que, en fait, on apporte cette continuité. Du coup, la technologie, effectivement 5G, on va l'introduire, mais il va nous falloir trouver de nouveaux use cases qui ne sont pas, je dirais, auxquels on ne répond pas aujourd'hui au travers de nos systèmes. Alors je disais qu'en fait, on a tout connecté, on sait exactement où sont nos flux, on arrive à savoir où est la molécule, à taguer en fait l'empreinte carbone de chacune pratiquement, hein, on dit comme ça, mais c'est pas chacune de nos molécules, l'exposer, etc. On va la blockchainer, etc. Donc c'est absolument super. On pilote complètement nos usines en fait en remote. Ça c'est génial parce qu'en fait ça limite complètement les risques d'accident. On arrive aussi, vous parliez du jumeau numérique, on n'est pas sur un jumeau numérique, mais on n'est pas très très loin parce qu'on arrive à faire des formations en remote, ce qui permet en fait de former les gens à des situations qui sont un peu risquées sans les mettre en situation un petit peu risquée. Mais par contre, il y a deux choses qui sont absolument essentielles, qui sont un peu un prérequis et une constante, c'est que les données doivent être à jour, les règles de gestion aussi. Donc ça c'est absolument essentiel pour pouvoir décider, il faut que les données soient à jour. Donc on a effectivement
des règles de gestion, une gouvernance de la donnée qui est absolument complète et holistique, jamais parfait, mais en tout cas c'est plutôt bien. Et puis le deuxième point, je ne sais plus qui en parlait, c'est toujours l'homme qui décide. Chez nous, et je pense que c'est pareil chez vous aussi, l'humain va décider. Il n'y a pas d'action qui n'est pas faite par un humain ou validée par un humain. Les seules actions qui vont être automatiques sont les actions en fait de mise en sécurité. Lorsqu'il y a un problème, le système se met automatiquement en sécurité et c'est la seule chose qu'on va autoriser, je dirais, de façon automatique. Et on parlait aussi de l'IoT, la cyber devient absolument clé. Lorsque je suis toujours connecté, effectivement, le prix pour faire du business devient de plus en plus important. Peut-être deux prérequis pour compléter sur ce qui a été dit. De notre côté, c'est évidemment la question de la formation, donc il va y avoir une question de talent. On y reviendra tout à l'heure dans la discussion sur la préparation, ce qu'on a évoqué, mais la question des talents va être clé, c'est-à-dire, et quand je parle des talents, c'est pas simplement les super hauts potentiels qui voient tout, c'est aussi les techniciens. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est capable là-dessus, et là vous allez voir que on est quand même beaucoup moins bon. Je parlerai juste de l'exemple du nucléaire. Je vous redonne quelques chiffres sur ce qu'on va avoir besoin en termes de techniciens en France. On ne va pas pouvoir, c'est plusieurs dizaines de milliers, on va pas être capable de les former. Je parle même pas on parle de 40 000, je parle sur les ingénieurs, on parle de 15 000 par an sur la filière nucléaire, on va même pas nous en former 10 000. Donc vous voyez, on est déjà très loin. Donc là, il y a un premier point sur les talents, on va y revenir. Et puis sur le deuxième, sur la question pour compléter ce qui a été dit sur la question de la collecte des données, nous ce qu'on voit beaucoup avec nos partenaires industriels qui viennent nous voir à l'université pour nous poser des questions, c'est la difficulté à savoir quelle est la question qu'on doit se poser par rapport à la question de la data. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir en disant on veut faire du machine learning, pourquoi faire et ça c'est quand même un des points, alors évidemment le problème c'est que je suis avec plein de consultants, je vais faire attention parce que sinon ils vont plus me parler à la fin de la soirée. Mais voilà, la question c'est pourquoi collecter des données, pourquoi récupérer des données, qu'est-ce qu'on va en faire et quelle est la question en fait qu'on veut résoudre. Et ça c'est un peu une démarche dans laquelle de bien souvent de revenir, de dire mais attendez quel est votre problème, parce que le risque c'est de commencer par constituer une équipe de data analystes et après ils vont s'amuser entre eux, on va les occuper, mais voilà, donc là il y a aussi des vraies questions au départ de se dire pourquoi est-ce qu'on veut ça, et je pense que la question de se projeter vers l'avenir, question du futur est une bonne question. Ok, merci. Quand on a traité ces sujets de données à disposition, qu'on a traité les sujets d'architecture, de choix technologiques, de cloud, de edge, de on-premise, bref, tous ces sujets qu'il faut adresser pour traiter la donnée, pour pouvoir la mettre en qualité, la stocker et puis la transporter via la 5G, le Wi-Fi ou la bonne techno, en fonction des cas d'usage. Selon vous, quels sont les bénéfices qu'on peut attendre pour les collaborateurs finalement alors Balaji t'en a parlé un peu, mais remettons l'humain au cœur de cette discussion. Quels sont les bénéfices pour les collaborateurs, quels sont les bénéfices pour l'entreprise et quels sont potentiellement les bénéfices pour la société dans son ensemble? Edouard? Un pilotage beaucoup plus fin, je pense déjà, c'est-à-dire que l'humain va pouvoir être beaucoup plus conscient de où en est son outil de production, à quel niveau. Vous voyez, quand Christophe Colomb cherchait les Indes, le niveau de navigation était pas terrible. Bon, ils sont tombés sur un truc qu'ils pensaient être les Indes. Bon, ils s'étaient un peu plantés. Voilà. Bon, maintenant avec le GPS, c'est quand même très difficile d'expliquer qu'on n'a pas trouvé, quoi. Et donc, je pense que dans une usine, le pilotage de la chaîne de production, le just-in-time, enfin tout ce qui rend plus efficace, puisqu'on est finalement dans un monde concurrentiel où chaque pourcent gagné face aux autres fait la différence, va être déterminé par la qualité de la donnée, par la qualité de sa collecte, la rapidité à laquelle on a pu la traiter, et pourquoi pas l'IA qui nous a aidé, qui a aidé l'homme à prendre la bonne décision. Cédric, est-ce que vous pouvez nous donner votre éclairage là-dessus? Oui, l'un des sujets qui est clair aujourd'hui, c'est que, en tout cas, il ne peut pas y avoir de transformation aujourd'hui sans le passage par le numérique. C'est-à-dire que c'est quand même un des sujets aujourd'hui qui est moteur, sur lequel la France reste ultra compétitive. Si Google, Meta et tout le monde a installé ses centres de recherche à Paris, c'est pas parce que Paris est la plus belle ville du monde, même si c'est probablement le cas, et qu'il y a les JO, c'est aussi surtout parce que les talents sont présents. Donc, j'allais dire sur la question du bénéfice, on le voit tout de suite. Par contre, il y a une vraie question entre ceux qui vont être en capacité de se transformer sur le plan numérique, sur les organisations,
et ceux qui ne vont pas être capables d'y passer. Et ça, c'est la question qui est plus préoccupante pour nous sur la partie du tissu industriel, parce que ça pose des questions. C'est-à-dire que, en gros, la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que les entreprises sont en capacité de rattraper le retard, ou est-ce qu'il faut passer à la génération d'après directement, notamment sur les usines et sur ce qu'on voit. Donc nous, de notre côté académique, hein, c'est deux thématiques. C'est d'un côté ce que les industriels viennent nous voir en nous disant voilà ce qu'on a besoin sur les personnes à former. Et en termes de bénéfices, évidemment, c'est d'être capable de former, donc c'est une question des talents. Et du côté de la data, c'est les travaux qu'on mène, mais j'en reparlerai un petit peu après quand on ouvrira le débat, sur la question de où vont les algorithmes et qu'est-ce qu'on fait avec l'IA, enfin, qui est un grand sujet que vous entendez parler. Et j'y reviendrai aussi sur nos propres talents, c'est-à-dire les personnalités qui font cette recherche, hein, donc de bien distinguer dans l'université, ça faut que vous gardiez en tête, ceux qui vont enseigner d'un côté, donc qui ont, en gros on enseigne, on transmet un savoir, et ceux qui vont créer le savoir, qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors on essaye de les mettre au même endroit, mais ce n'est pas forcément les mêmes, et ça amène des problématiques sur lesquelles je reviendrai. Merci. Stéphanie, est-ce que vous aurez une belle histoire à nous raconter sur l'humain au cœur du 5.0, un grand succès? Alors, heureusement, on en a pas mal. Dans les belles histoires, je vais vous donner peut-être un chiffre pour qu'on puisse se représenter qu'en fait, l'industrie finalement, quand elle est plus digitalisée, elle crée aussi de l'emploi. Je voulais rebondir aussi sur les bénéfices. Dans les belles histoires, j'en ai une, c'est pour reprendre l'exemple de Chamatex, par exemple, en Ardèche, qui crée en moins de 2 ans son usine ASF 4.0 et qui passe de 2021 à 25 employés, 3 ans plus tard à 60 employés, qui est capable de produire en 2024 environ, du moins c'était la target l'année dernière, mais j'espère qu'ils y sont arrivés, 500 000 paires de chaussures par an, donc qui augmente ses capacités de production, qui utilise un outil très digital, très automatisé. Donc, on a fourni des automates, on les a accompagnés dans la transformation digitale, dans l'accompagnement des opérateurs. On a parlé aussi de Operator Training System. Donc en fait, on a des solutions aujourd'hui pour aider aujourd'hui les opérateurs à se former sur site, sur ces nouvelles technologies, sur ces nouveaux robots qui nous permettent de créer des baskets aujourd'hui. Et ça, c'est hyper fort. Donc en fait, je voulais démystifier aussi l'idée qu'on crée aussi des postes avec ça, et ça c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on est en capacité de réindustrialiser grâce à tout ce qu'on est en train de se dire. On est en train de réduire les chaînes d'approvisionnement, l'exemple de Chamatex en est un, Haguenau en France aujourd'hui, pareil, une usine dans l'Est, on a 800 collaborateurs qui travaillent chez nous, on a augmenté la performance de 83% quand même en 6 ans, c'est assez balèze, c'est assez fort, et puis on en a plein comme ça, des bonnes histoires. Merci, extrêmement inspirant, merci beaucoup. Chez nous, en fait, moi, j'ai pas de nouvelles histoires, parce que c'est vrai qu'on a pas mal automatisé nos usines, on gère chaque année un peu mieux la distribution en fait de nos gaz, soit via des tuyaux, soit directement avec des transporteurs. Et puis on continue en fait à s'améliorer dans la mobilité, et on apporte encore année après année de nouvelles solutions un peu innovantes. Simplement, nous on pense qu'il y a 3 facteurs qui sont créateurs de valeur aujourd'hui, et c'était déjà le cas précédemment. C'est d'abord le physique, je pense que vous le disiez, on va s'améliorer sur la connectivité, l'IoT, les machines, c'est le premier facteur. Le deuxième en fait, c'est la technologie, avec l'IA générative qui est juste un complément à l'IA un peu traditionnelle, c'est le deuxième facteur. Et puis le troisième, on a parlé, c'est le socle, la donnée. On pense que la valeur n'arrivera que lorsqu'on va combiner un petit peu les 3, donc la réalité, le physique, la data, et puis bien sûr la technologie. Et le deuxième point en fait qui est un enabler, je dirais, là encore, on en parlait un petit peu avant, avec l'accélération et la complexité qui est grandissante, on pense de plus en plus qu'il faut qu'on sorte du modèle make or buy, et maintenant il faut qu'on fasse des partenariats pour aller beaucoup plus vite, et le time to market est absolument clé, et probablement plus important que tout le reste. Avec du GPS, si j'ai juste une minute, c'est génial, avant je n'arrêtais pas de me perdre. Aujourd'hui, je ne me perds plus, mais par contre, je ne sais pas où je suis. Alors qu'avant, j'avais une carte, je savais où j'étais. C'était un vrai plaisir en fait. On perd un peu le plaisir du chemin, on a le plaisir d'arriver, c'est génial, mais on perd un peu le plaisir du chemin. Et je pense que l'IA, avec les smartphones aussi, etc., c'est un peu ça aussi. Hein. On va directement en développement, on va très vite à développer, mais on perd le plaisir. Et moi, j'ai développé très longtemps, il y a un côté assez élégant en fait, dans la façon de développer,
qu'on perd un petit peu. Donc il faut aussi garder un petit peu tout ça. En termes de, je dirais, de bénéfices, moi, je pense qu'on est bien plus créatifs. Oui, oui. Nous, on observe en fait trois bénéfices. Le premier, les outils comme ChatGPT, Workspace, etc., Google Workspace et autres, on pense, et les consultants nous aident à l'établir, on pense que ça fera gagner environ 10-15% de productivité. Je pense que c'est vrai, mais ça ne va jamais précipiter dans le PNL. Je ne vais jamais avoir 15% de vraie productivité qui va se traduire en fait en termes de chiffre d'affaires ou de marge. Mais il faut le faire et on va y aller au meilleur coût. Puis après, il y a un deuxième sujet, au travers de l'IA, de l'automatisation, de la simplification, on pense qu'on va gagner beaucoup en termes de productivité et nos systèmes vont être plus performants. Et là, en fait, on aura des gains qui sont réels en termes d'efficacité et de productivité. Puis il y a le troisième sujet, qui est en fait ce qu'on cherche un petit peu toujours, le Graal, les golden use cases, les use cases qui vont nous permettre de nous disrupter, ce qui fait que demain, il y a plus d'agence de voyage, demain, il n'y aura plus tel ou tel business. Et ça, c'est des use cases qu'il va falloir chercher, mais probablement avec une approche un petit peu différente. Et je pense qu'on est un peu au début de l'histoire. Merci. Donc on voit que finalement, les rôles évoluent, l'humain a une place qui va être de plus en plus différente dans l'industrie, l'emploi va évoluer. J'avais envie de vous interroger sur justement cette évolution du rapport au travail, de savoir selon vous quels sont les nouveaux rôles, quels sont ceux qui vont disparaître, quelles sont les collaborations qui naissent et celles qui vont disparaître, qu'est-ce que l'IA, sans dire de gros mots, vient faire là-dedans et comment il va interagir avec l'humain. Et puis finalement, quels sont les impacts, là ce sera plutôt pour Cédric, mais sur les plans de formation, sur les montées en compétences, sur les compétences que vont développer finalement les ingénieurs, j'allais dire de demain, mais en fait c'est d'aujourd'hui. Cédric, je te laisse répondre. Oui, alors on parle d'ingénieurs forcément, c'est notre métier, mais on dira quand même un mot aussi sur les techniciens, parce qu'il y a, j'allais dire, il y a tous les niveaux. La France a un système, il y a un système de master, mais quand on va aux États-Unis, le niveau c'est le bachelor, donc les études coûtent tellement cher qu'on fait 4 ans et personne ne fait un master, on coûte beaucoup trop cher, on fait un MBA quand on est en cabinet de conseil, mais pour être fidélisé, mais sinon ça coûte trop cher. Donc il y a aussi une logique là-dessus. Ça c'est la question que tous les industriels viennent nous voir sur la question des talents. C'est-à-dire tout le monde veut le modèle classique de l'ingénieur, de la personne parfaite, le mouton à 5 pattes. C'est quoi? Il parle 5 langues, maths, anglais, français, Python, et éventuellement il parle une autre langue parce que c'est joli, que ça a diversifié. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Il a des soft skills, donc il se comporte bien là-dessus. Il comprend son environnement. En gros, la logique, c'est dans la demande telle que nous l'envoie l'industriel, je le traduis mal, mais c'est volontairement caricatural, c'est un peu, lorsqu'on débranche l'ordinateur, il va comprendre dans la globalité que c'est le câble qui est débranché, que c'est pas l'ordinateur qui fonctionne pas. Voilà, donc c'est cette capacité sur les ingénieurs aussi, et ça, ça, il n'y en a pas assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos ingénieurs, ils sont tous, dans toutes nos écoles, ils sont recrutés avant même d'être sortis. Alors en plus, on est en plein emploi actuellement, donc c'est bonheur total. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qui va alimenter cette partie-là. Donc ça, c'est quand même un élément dans lequel, entre l'équilibre entre les compétences techniques, comprendre ce qui est, évidemment, ils font tous de l'IA là-dessus, mais comprendre cet équilibre entre compétences techniques et compétences de soft skills est un équilibre que l'on conserve et qui est un peu invariant sur les années. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une transformation de ce qu'on attend des premières embauches de ce côté-là. Là où on a eu une difficulté beaucoup plus importante de notre côté, et c'est peut-être vous donner une idée quand même, c'est sur le marché de l'IA, sur ceux qui créent l'IA. Et là, c'est un marché de niche. C'est-à-dire que là, on rentre dans le marché du football. C'est-à-dire qu'en gros, en 2016, on a vu les premières acquisitions de boîtes, plusieurs dizaines de millions d'euros, voire milliards pour 10-15 personnes. Et là, d'un coup, il y a eu un flagship sur l'intelligence artificielle, les chercheurs qui faisaient ça. Et là, ça a été le mercato. C'est-à-dire qu'on s'est fait piller dans les règles de l'art, rapidement. Et puis, donc les Google, Facebook, Amazon et autres sont rapidement revenus vers nous parce qu'ils se sont aperçus que une fois que vous avez pillé les meilleurs pour faire la R&D, donc vous les payez, alors qu'avant c'était l'État qui les payait, c'est vous qui les payez à prix d'or, mais rapidement ils ne forment plus d'étudiants, ils ne forment plus de docteurs, ils produisent encore des connaissances, mais la mécanique de la formation s'arrête. Et donc rapidement ils sont revenus en disant on va vous les rendre, on va continuer à alimenter, on va vous donner de l'argent à l'université, alors on était content d'en recevoir, on va vous donner de l'argent pour que vous refassiez des filières de création d'ingénieurs dans ce domaine-là, parce qu'on a besoin de former des gens. Vous voyez l'importance d'avoir les deux tracks,
à la fois la connaissance que l'on produit, qui est la connaissance en train de se faire, et donc je pourrais vous parler pendant des heures si ça vous intéresse des LLM, et de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe là actuellement. Et puis donc on a un projet, on est lauréat du plus gros cluster mondial qui est Prairie, où nos chercheurs sont hyper contents, hein. C'est plein d'argent, c'est super, c'était jamais arrivé avant. Les informaticiens c'était un peu les pouilleux de la fac, vous savez, vous avez fait informatique, c'est un peu la loose, quoi. C'est un peu comme les médecins, vous savez, dans les classements, vous êtes médecin du travail, voilà, là c'était le côté, là c'était vraiment, et là d'un coup, ils deviennent les stars. Donc là c'est un peu la revanche, vous voyez, ils sont là, ça flambe, alors j'espère que c'est pas filmé, hein, parce que sinon ils vont m'en vouloir, mais il y a quand même quand même un côté où c'est la revanche, je plaisante, ils le savent, hein, c'est la revanche de la section informatique sur les autres disciplines scientifiques. Les physiciens qui étaient les stars, etc., on a changé les classements. Mais malgré tout, il y a besoin de produire cette connaissance. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, les LLM, quand vous voyez en gros ce qui est en train de se passer, vous allez chez OpenAI, j'étais chez OpenAI il n'y a pas très longtemps, mon collègue Yann Lequin me faisait rencontrer, en fait ils sont 4-5, et c'est des gens qui bricolent. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, vous avez tout sur GitHub, l'essentiel des LLM, vous pouvez tout trouver, tout est open source, hein, donc c'est pas très compliqué. Par contre, ceux qui vont être capables de produire les derniers modèles à ce niveau-là, etc., c'est là où la recherche, elle reste importante. Donc pour nous, c'est de conserver les talents en France, et ça, on a du bol, parce qu'en fait, comme les Américains sont venus s'installer, parce que c'est une question d'argent, vous posez tout à l'heure la question, c'est quoi qu'est-ce qu'il faut pour se digitaliser? Il faut du pognon, hein. Je vais être un peu dur, mais si vous n'avez pas d'argent, au fin fond de la Creuse, voilà. Et c'est pas mon voisin de gauche qui va me contredire que ça coûte cher, même si sur les abonnements téléphoniques, ça je pas. Mais voilà, c'est un autre sujet, on y reviendra. Mais ça coûte de l'argent. Donc pour nous, on a deux enjeux. On a un enjeu de répondre bien aux problématiques de nos collègues industriels. Quand Air Liquide va venir nous voir, quand toutes les entreprises vont venir nous voir en disant on a besoin de former des ingénieurs. Et là, on est un peu sec parce qu'on est public et on a du mal à passer à l'échelle, c'est-à-dire de produire suffisamment d'ingénieurs. Donc ça, c'est un des problèmes aujourd'hui pour nous. Et le deuxième côté, c'est de conserver nos chercheurs en France. Et ça, on a de la chance, comme je vous l'ai dit, parce que tous les Américains sont venus ici mettre de l'argent parce que c'était moins cher. Mais ça a eu une conséquence, c'est qu'on a gardé tous nos talents. Donc sur l'IA, sur le quantique, sur beaucoup de sujets, on est clairement dans la course. Il y aura des problèmes d'industrialisation derrière là-dessus, je pourrais y revenir si vous voulez, mais par contre, on n'a pas à rougir, on est dans le top mondial, même si les Chinois mettent des milliards, même si les Américains mettent des milliards, on est clairement dans la course et on n'a pas du tout à rougir de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Merci. Edouard? Moi, ça va être vachement moins... En fait, j'avais pas complètement vu la question comme ça. Moi, c'était sur la transformation dans le rapport au travail. J'avais compris la question un petit peu autrement, mais c'est sûr, là, il y a le prisme académique. Nous, les collaborateurs, quand on a eu les premiers sujets d'IA générative, ont été chez Bouygues, ont été voilà, dans les différentes réunions, on commençait à entendre des inquiétudes. Alors, est-ce que ça va nous remplacer? Alors, vous n'aurez plus besoin de personnes pour faire tel et tel métier, etc. Et je pense qu'à chaque rupture, il y a eu ce sujet. On connaît tous l'exemple de la machine à vapeur, que tout le monde a cru qu'il allait perdre son boulot, le moteur diesel. Et il y a eu, moi, même petit, je me souviens de ça avec l'ordinateur. L'ordinateur va tous nous piquer notre boulot. Je pense que, en fait, l'IA et l'IA générative vont s'installer partout, sont en train de s'installer partout, vont nettement améliorer la productivité de tous. Mais, comme toutes les entreprises, tout le monde y aura accès à la même vitesse et de la même manière, il n'y aura pas de différenciation technologique. Sauf pour ceux qui l'ont utilisé en premier, ils auront un peu d'avance, mais finalement tout le monde y a accès. Ceux qui vont faire la différence, c'est ceux qui vont rajouter leur secret sauce, l'intelligence de leurs collaborateurs et de leur entreprise, et la démultiplier grâce à cette IA. C'est eux qui vont avoir un avantage. Donc ceux qui auront investi dans la partie humaine qui va aller pousser voilà, et qui va être augmenté par l'IA. Je pense que l'humain a largement sa place dans tout ça. Banerjee, cher Liquide. Je suis absolument d'accord. Tout à fait. Tout d'abord sur le fait qu'en France on a beaucoup d'experts. Alors c'est intéressant parce que quand on regarde les startups françaises, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir qu'en fait on a des gens qui sont extrêmement compétents, des universitaires, très intelligents, souvent des mathématiciens, et par exemple chez Mistral, ils sont 15. Et en fait, ils arrivent à
ils arrivent à tirer la bourre avec Microsoft, avec Google, avec les autres. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et notre voie de sortie par le haut, c'est ça, c'est être intelligent, c'est être frugal, et puis faire des solutions qui coûtent... parce que c'est génial, en fait, de faire une IA qui résume un document, etc., et qui dépense, je dirais, 30 fois plus d'énergie qu'en fait un ancien algorithme qui serait un peu moins bon, et probablement des milliards de fois plus d'énergie qu'un être humain qui ferait la même chose. Mais bien sûr, plus vite, on fera plus vite, et probablement, au bout d'un moment, on fera mieux. Et c'est quoi l'intelligence? L'intelligence humaine, c'est un peu d'intuition, collecter les choses et les événements, faire des liens, et puis déduire. Et l'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut connecter des choses, mais elle n'a pas l'intuition, mais aujourd'hui, elle ne sait pas déduire. Alors, je suis encore un peu de courage pour l'intuition. Peut-être qu'un jour, elle va réussir à établir des déductions, mais on a encore un petit peu de place chez nous, chez les humains. Par contre, je ne partage pas l'idée qu'il n'y aura pas une rupture et qu'il n'y aura pas en fait de perte de valeur, parce que la réalité, c'est qu'à chaque étape d'industrialisation, effectivement, il y a eu à un moment une perte de valeur, il y a eu en fait une dégradation, des gens qui ont perdu leur job, etc. Et ça va forcément arriver, et il va falloir qu'on monte en gamme, bien évidemment. Ce qui est arrivé à l'industrie, lorsqu'on disait au col bleu, bah, écoute, mon gars, il va falloir grandir, il va falloir évoluer, bah, ça nous arrive aussi, les cols blancs. C'est plutôt une bonne chose, en fait, finalement. Il y a beaucoup de réflexions. Je vous ai bien entendu et ça m'inspire beaucoup. Donc je vous rejoins sur énormément de sujets. Et si je veux remettre un peu le focus sur la formation, sur les talents, je reviens en fait des World Skills. On était ensemble sur les World Skills. Je vois des visages familiers ici. En fait, on a fait la compétition des métiers. Nous, Siemens, on a sponsorisé ce grand événement, ces Jeux Olympiques finalement des métiers. On en est très fiers. On a sponsorisé 9 métiers, du contrôle industriel aux énergies renouvelables, en passant par l'industrie 4.0. Je vous ai parlé de jumeaux numériques tout au démarrage. Je vous ai parlé de cette volonté de combiner en fait le monde physique et le monde digital. Moi, je l'ai vu en action en fait sur les World Skills. J'ai vu des talents aujourd'hui se surpasser, travailler, enfin des talents par exemple qui travaillent chez Nestlé et qui passent 1800 heures en 2 années de leur temps libre en tant que bénévole à coacher des jeunes talents de moins de 23 ans pour gagner la compétition des métiers. Et ça, c'est très très fort. J'ai vu des jeunes aujourd'hui travailler ensemble et c'est la combinaison en fait des deux. On parlait tout à l'heure de nouveaux métiers, même dans la data science, voir aujourd'hui un data scientist travailler avec un automaticien, je sais pas, on peut être très fier quand même d'être en capacité de combiner cela. Et ça, c'est pas la machine qui le fait. Ça, c'est pas la machine, c'est nous qui le faisons. Et là, il y a aussi un appel peut-être à la responsabilisation. On est tous des dirigeants, je pense ici dans la salle, ou du moins on a un rôle de leader. On est chacun leader de son périmètre, leader quelque part. Et finalement, accompagner les talents et les mettre à la bonne place et les aider à se développer, à combiner finalement et trouver la bonne recette, je pense que c'est notre force parce que finalement, on a une diversité de talents qui est fabuleuse. Fabuleuse. Et il suffisait juste de regarder les World Skills pour voir le résultat. On n'a peut-être pas gagné parce qu'on n'avait pas une représentation aussi forte que nos amis chinois, mais en tout cas, on a été très très bons et on peut être très fiers de nos talents. Voilà, je vais faire une petite remarque là-dessus. Merci. On arrive au terme de cette table ronde. J'ai une dernière question à vous poser, vous adresser à un panel de dirigeants, tu l'as dit Stéphanie. S'il y avait un conseil à donner pour bénéficier finalement de cette évolution du 5.0, de ces nouvelles technologies, un seul, chacun, lequel serait-il? Cédric. Alors moi j'en ai un, surtout pour les populations, j'allais dire, qui sont là ce soir, c'est-à-dire souvent des Français bien éduqués, pour revenir se former à l'université. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque je pose la question, je vais faire le test. Qui dans les 10 dernières années dans cette salle a suivi une vraie formation de 3 jours en dehors de finances pour non-financiers? Alors c'est l'avantage que comme il y a des industriels, là-dessus les gens se reforment, mais c'est un mal français, les gens ne se reforment pas assez. Et il y a une question aujourd'hui sur l'IA, on le voit beaucoup, les gens, c'est le journal du dimanche, c'est les échos, c'est pas mal. Honnêtement, je veux dire, c'est déjà bien.
Mais ça vaut le coup de revenir, d'autant que ça coûte quasiment rien. Vous avez des MOOC en ligne, vous avez des trucs là-dessus. Voilà, on a des formations, si vous voulez venir à PSL, on a des formations chères aussi. Maintenant. Attention, on est une université publique, mais avec des trucs chers. Mais revenez vous former là-dessus, parce qu'en fait, les questions qu'on aborde aujourd'hui, les sujets bougent tellement vite, ils bougent tellement vite, que ce qui était vrai il y a 1 an, 2 ans, 3 ans ne sont pas vrais. Donc ça vaut le coup de revenir se réimprégner. Et en fait, vous allez voir, vous allez passer des journées extraordinaires, parce que vous allez vous réimprégner une journée avec des gens qui vont vous parler. Et alors les chercheurs, ils ont cet avantage, c'est qu'ils vous disent la vérité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour vous mentir. Alors, ça fait parfois un peu mal quand vous avez choisi un truc et qu'ils vous disent ça c'est merdique, mais au moins ils vous disent ça. Donc revenez à l'université, revenez vous former, on sera content de vous accueillir. C'est pas les consultants quoi. Pardon. Si je devais trouver un conseil, c'est tester des choses pour vous-même et pour vos entreprises, pour vos organisations. Et nous, c'est ce qu'on fait passer comme message chez Bouygues. On demande à nos managers, à nos dirigeants de laisser un peu les équipes se tromper, tester des choses. Et d'ailleurs, ces nouveaux outils, si vous avez joué avec, j'imagine, vous avez tous essayé ChatGPT, vous avez joué avec, vous avez trouvé qu'il invente des trucs qui ne sont pas vrais, etc. Ben, plus vous jouez avec et plus vous comprenez ce qu'il est capable de bien faire et ce qu'il n'est pas capable de bien faire. Et plus ça vous donne des idées de choses à faire. En tout cas, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Et au début, on s'en sert en pensant que c'est Google, mais c'est pas du tout le même fonctionnement. Mais on a aussi fait ça quand on a découvert Google. Donc, je pense que c'est ça, le tester des choses, essayer. Et c'est là que je pense que c'est là que les meilleures idées viennent en utilisant réellement la nouvelle technologie. Absolument d'accord en fait. Il faut sortir du modèle un peu classique qui est je vais lancer un projet parce que j'ai un business case, je le valide, je le vérifie, etc. Il faut arriver effectivement à tester, mais surtout à accepter de se planter rapidement, mais surtout arrêter rapidement, être capable de lancer vite et arrêter rapidement. Nous, bien sûr, on n'est pas très bon pour ça. Je trouve qu'on n'est pas très bon pour s'arrêter, on n'est pas très bon pour accepter qu'on s'est trompé, qu'on a dépensé un peu, et finalement, et qu'il vaut mieux recommencer. Et de toute façon, la clé, c'est aussi les talents, c'est aussi, surtout et probablement que les talents. Et peut-être un dernier point, rester ouvert, parce que la réalité, c'est que de plus en plus, on va travailler avec un écosystème très large, et les talents, ils ne sont pas que chez nous, il faut attirer les meilleurs, mais on ne pourra pas tout le temps, en fait, avoir les meilleurs chez nous. Donc peut-être continuer à rester ouvert. Voilà. Alors moi je vais le dire en anglais parce que j'ai l'habitude de le dire en anglais, mais c'est pas très compliqué, c'est le dream it, make it. Il faut passer très vite, à mon sens, de la vision à la réalité, très rapidement. Et s'entourer de partenaires qui sont en capacité de nous accompagner, parce qu'on parlait d'écosystème, j'adore cette notion d'écosystème, nous on n'est rien tout seul, Siemens. On n'est rien sans être accompagné de partenaires qui sont très bons dans le digital, de consultants, et aujourd'hui on est là aussi pour parler du consulting, donc être accompagné dans sa transformation digitale, de ceux qui l'ont peut-être déjà fait, de ceux qui ont des lessons learned à partager. Apprendre de ses erreurs, c'est aussi hyper important dans ce qu'on fait, mais passer très vite de la vision et à la réalité et à la réalisation, voilà, de tout ça. Merci beaucoup, merci à... Pardon. Okay. Merci à tous pour ce riche échange. Est-ce qu'il y a... on peut prendre quelques questions, s'il y en a dans l'Assemblée. Hein? Allez, vas-y David, on t'écoute. Je me permets de poser une question parce que vous en avez peu parlé. L'industrie historiquement était perçue comme peu agile, peu reconfigurable parce que c'est un métier qui est très consommateur de capital. Enfin, on construit du dur et on vit dans un monde qui évolue de plus en plus vite. On demande aux entreprises, enfin à l'industrie quelque part de se reconfigurer en permanence. Face à la transition énergétique, face aux transformations géopolitiques. On voit là, toutes les chaînes logistiques ont été complètement perturbées par le Covid, puis par le conflit ukrainien. Qu'est-ce que le digital, qu'est-ce que l'industrie 4.0 ou 5.0 peut apporter en termes de capacité à se reconfigurer beaucoup mieux dans le futur? Alors, merci pour votre question. Je ne sais pas si on l'entend. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, on n'a pas eu l'occasion de l'aborder, mais c'est un très très beau sujet.
Qu'est-ce que l'industrie 5.0 ou l'industrie 4.0? Qu'est-ce que finalement toutes ces transformations peuvent nous apporter dans des phases de crise et où il faut réagir extrêmement vite? J'ai plusieurs exemples. Je vais prendre l'exemple du vaccin et peut-être de la supply chain. Aujourd'hui, dans les phases de développement d'un vaccin, prenez l'exemple de BioNTech, si on regarde les schémas classiques de développement de vaccins, on est sur des schémas de 7 à 15 ans de réalisation. C'est énorme. L'industrialisation, c'est 3 ans sur ces schémas-là, parce que forcément, c'est les phases de R&D, c'est les phases de laboratoire, c'est les phases de tests et de recherche qui sont très, très consommatrices de temps et d'efforts et de tests. Et finalement, on s'est rendu compte que pendant la crise de la Covid, on a été capable de passer d'une industrialisation de 3 ans à 1 an. On a pu passer d'échelle 3 fois plus rapide pour pouvoir délivrer un vaccin. Donc ça, c'est peut-être un exemple où on est capable de réagir hyper vite. Et finalement, on arrive tous à se mettre au boulot et on se coordonne assez rapidement pour pouvoir délivrer. Alors, je ne parlerai pas de la qualité même du produit, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ressort et ça, c'est un exemple d'industrialisation sous tension. Un autre exemple auquel je pense, et vous me faites beaucoup réfléchir, c'est l'exemple finalement de la gestion de la supply chain. Pensez aujourd'hui une usine qui est en capacité de créer sur un site industriel très spécifique, peut-être un peu old school ou avec des machines qui n'ont pas toute cette flexibilité. Pensez à une usine aujourd'hui qui, pendant la crise des composantes, était obligée de repenser son schéma de design du produit en fonction du sourcing, parce que finalement, vous n'aviez pas des accès à la matière. Et ça, il faut qu'on soit capable, quand on est dans des phases d'engineering, eh bien de penser finalement le produit final, son processus de fabrication, son processus d'opération aussi, et de penser le multisourcing à la source même pour pouvoir aujourd'hui réagir très rapidement. Donc ça, c'est une réflexion qu'on a eue. Donc c'était un lessons learned où on n'était pas particulièrement très bon, mais en tout cas aujourd'hui dans les nouvelles usines qu'on lance, effectivement il y a cette question-là. Et troisièmement, l'éco-responsabilité. Donc quand on part aujourd'hui sur de nouveaux schémas de design de produits, d'usines, de composants, de machines, eh bien il faut aussi intégrer cette éco-responsabilité dans le design. Voilà, donc pensez votre schéma de la supply jusqu'au recyclage au moment de la création. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à tous, c'était vraiment passionnant. J'avais une question sur un petit peu le pendant de ta question précédente, Philippe. Est-ce que vous avez une erreur à ne pas faire, que vous avez vécu ou vos clients ou vos partenaires ont vécu, à nous partager? Après la bonne idée, quelle est l'erreur à éviter? Bon candidat. Allez, Balaji. Non, mais je dirais, en fait, on a le B2B et le B2C. Sur les B2B, on peut être parfois sur des temps plus longs. Bien sûr, ça c'est un excellent exemple, l'exemple du vaccin, on a dû accélérer. Et puis, lorsqu'on est en B2C, on a un peu ce risque de devoir répondre rapidement via un bot qui s'appuie sur de la donnée et puis un peu d'intelligence. Et là, il faut être un peu vigilant. Je pense qu'il y a quelques erreurs connues. Les premiers qui ont essayé effectivement de mettre des bots en face de consommateurs dans la grande distribution, et puis d'autres aussi. Je pense que lorsqu'on est en B2C, il y a effectivement un risque d'aller trop vite, de se tromper, et puis de penser que ce qui sort de la machine, c'est vrai, quoi. En fait, c'est juste une agrégation d'éléments à partir de statistiques. C'est pas vrai. Le vrai n'est que le vrai du plus grand nombre, en fait, en l'IA. Dans les erreurs que j'ai pu voir, enfin, qu'on m'a décrites, c'est sous-estimer le risque cyber. On commence à avoir des entreprises qui se font complètement bloquer par même plus le risque autour de leur IT, autour de leur système informatique, mais autour de leur outil. C'est-à-dire la machine qui est connectée au constructeur, qui se fait hacker, qui vient vous bloquer toute l'usine, voire toute l'entreprise. Et ça, je pense que de sous-estimer ce truc-là et de se dire non mais ça va, c'est probablement ça arrive qu'aux autres. Oui, non mais voilà, c'est comme conduire sans la ceinture, ça va bien se passer plein de fois, et peut-être qu'un jour ça va pas bien se passer. Donc je pense que ça c'est une des erreurs qu'on a faites aussi nous.
voilà, c'est déjà fait hacker comme il faut. Eh bien, merci à tous. Je vous propose de continuer les échanges si vous le souhaitez autour du buffet. Merci à nos intervenants, c'était vraiment...